Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Franck Riester, bonjour. Alors le budget 2023 est donc demain au menu du Conseil des ministres. Dans ce contexte de guerre en Ukraine, de crise de l'énergie, d'inflation record et d'incertitude économique, que faut-il en attendre ? Que faut-il attendre du débat budgétaire ? La droite réclame des économies, la gauche veut taxer les riches et les super profits. Comment faire adopter le budget 2023 sans passer par le 49.3 ? Et puis au-delà, quid des réformes à venir et en premier lieu celle des retraites au centre du débat politique ? Faut-il y aller vite par amendement dans le cadre du PLFSS contre l'avis des syndicats et d'une partie de la majorité, ou laisser du temps au temps. Mais pour commencer, Franck Riester, si vous le voulez bien, l'Ukraine. Doit-on prendre au sérieux, la France prend-elle au sérieux les menaces nucléaires de Poutine ? Oui, bien sûr. Et nous sommes évidemment préoccupés et nous réaffirmons d'une façon très claire, le président de la République le fait systématiquement, la nécessité de mettre fin au combat et de faire en sorte de respecter l'intégralité et l'intégrité territoriale et les menaces nucléaires. Et les menaces nucléaires sont inacceptables et nous sommes pour autant absolument mobilisés à faire en sorte de sortir de cette crise en veillant à respecter l'intégrité territoriale ukrainienne et à s'assurer évidemment que le pire ne soit enclenché. Poutine, c'est un barbare, un criminel de guerre, quelqu'un avec qui, c'est une question, quelqu'un avec qui il faut négocier, ou un dictateur qu'il faut mettre au banc des nations, comme l'ont fait les Britanniques en refusant de l'inviter aux obsèques de la reine Elisabeth. C'est un dirigeant autoritaire qui a... Pas un dictateur ? Qui a pris une décision inacceptable d'envahir une démocratie voisine. C'est inacceptable. Et on le voit bien aujourd'hui, la façon dont il traite son peuple, qui exprime un mécontentement ou un refus de cette mobilisation d'une partie des réservistes, avec beaucoup de violence et beaucoup de manque de respect de tout ce qui est la liberté individuelle, est un dirigeant autoritaire qu'il faut absolument convaincre. Convaincre ? Vous croyez que c'est possible de le convaincre ? Convaincre ou contraindre. Contraindre par la force ? Convaincre ou contraindre de revenir sur cette folie qu'est l'envahissement de l'Ukraine. Et pourquoi vous n'osez pas dire que c'est un dictateur ? La question n'est pas une question de mots, la question c'est les faits. Et les faits, c'est qu'il est aujourd'hui dans une situation d'envahissement d'un voisin et de non-respect de l'état de droit d'un point de vue démocratique. Et de crime de guerre. Quand on est aujourd'hui dans une situation où sa population n'a pas le droit de s'exprimer, où la presse est sous le joug du pouvoir, évidemment, on est dans un régime autoritaire. Et nous devons, nous concentrer sur une chose, la paix, veiller à soutenir l'Ukraine, soutenir les Ukrainiens dans leur combat face à l'envahisseur, et convaincre par le dialogue. Il faut continuer de parler avec le président russe en lui demandant d'une façon très ferme d'arrêter son comportement. Alors une question, c'est une question qui est dans le débat politique européen depuis quelques jours. Faut-il, comme l'Allemagne, accueillir les déserteurs russes en France ? En tout cas, c'est une question qui se pose d'une façon très précise. C'est la raison pour laquelle les ambassadeurs de l'Union vont se réunir lundi pour évoquer cette question-là, demain. Et nous souhaitons évidemment qu'il puisse y avoir une décision commune européenne. Et donc ça veut dire que l'Allemagne a pris sa décision trop tôt ? Non, mais attendez, il faut en tout cas, nous pensons que c'est une décision européenne, et bien évidemment, c'est une question qui se pose. Ces femmes et ces hommes qui fuient leur pays parce qu'ils refusent d'être partie prenante de cette folie qui est la guerre menée par la Russie en Ukraine, est quelque chose qu'il faut soutenir. Et je repose la question, donc là vous parlez des femmes et des hommes, moi je parle des hommes qu'on veut enrôler de force, qu'on veut mobiliser pour aller faire la guerre en Ukraine. Donc Poutine avait parlé de 300 000, ou son ministre de la Défense. Aujourd'hui, on dit peut-être plus d'1 million. Est-ce que les déserteurs doivent être accueillis en France ? Et donc, vous dites réunion des ministres européens demain. Je ne vais pas vous donner la réponse avant que le point soit évoqué. Mais est-ce que c'est plausible ? Est-ce que ça fait partie des possibilités ? Bien évidemment. Bien évidemment quoi ? Bien évidemment, nous devons veiller à prendre en compte cette question au niveau européen, mais vous savez qu'il y a une tradition française d'accueil de celles et ceux qui sont sous la pression de leurs gouvernants. Donc si des Russes qui ne veulent pas aller faire la guerre contre l'Ukraine, en Ukraine,
demandent l'asile en France, nous prendrons la décision une fois que les échanges auront lieu au niveau européen. Donc demain. Mais la volonté, vous connaissez la tradition d'accueil française. D'accord. Autre question. 8 députés Renaissance veulent une enquête sur d'éventuels, Renaissance donc de la majorité, sur d'éventuels financements russes au sein des partis politiques français. Cette demande fait suite, comme vous le savez, à la divulgation de documents classifiés américains qui font état de plusieurs centaines de millions d'euros, 300 millions je crois, versés depuis 2014 par la Russie à différents pays. Est-ce que vous appuyez cette demande ? Et d'après vous, quels sont les partis visés ? Écoutez, ça sera une décision de l'Assemblée nationale, puisque c'est... Et vous êtes ministre des Relations avec le Parlement. Oui, mais donc, donc je respecte les décisions du Parlement. Le gouvernement, vous savez, dans ces commissions d'enquête, ou dans ce type de procédure, est à la disposition du Parlement. Et donc ne commande pas les décisions du Parlement. Mais plus largement, ce qui compte, c'est de se dire, nous savons que la Russie, dans un certain nombre de démocraties, à commencer par la France, a tenté ou tente peut-être encore de manipuler les élections. Et nous savons aussi qu'un certain nombre de partis politiques, à commencer par le Front National, Rassemblement national, se sont financés ou ont été financés par de l'argent russe. Donc le Parlement, en souveraineté, si je puis dire, prendra sa décision de voir s'il faut aller plus loin ou pas. En tout cas, au niveau du gouvernement, nous sommes évidemment, avec tous les services concernés, très vigilants sur les interférences russes sur notre démocratie. Alors en tout cas, en France, le camp pro-Poutine, Franck Riester, ne faiblit pas à l'extrême droite, mais aussi à LFI, à travers une position, on va dire, à géométrie variable de Jean-Luc Mélenchon et de ses lieutenants, qui un jour accusent l'OTAN, un autre jour Poutine, le suivant Zelensky. Et puis il y a eu surtout Ségolène Royal, qui a mis en doute certains crimes de guerre de la Russie en Ukraine, comme ceux de la maternité de Mariupol ou des massacres de Boutcha. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors je vous posais la question autrement. Vis-à-vis de Ségolène Royal, c'est une forme de naufrage, je ne peux pas et les le autres, dire. LFI et pour les autres, rien de surprenant. Ouais. On voit bien que systématiquement, leur position va à la volonté de minimiser les positions ou les décisions russes, vise à nuancer l'analyse que tous font de l'agression terrible de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Et que ce n'est pas en justifiant par je ne sais quelle action passée de l'OTAN, des États-Unis, qu'on peut excuser ou nuancer ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et c'est absolument central dans l'avenir même de notre monde. Est-ce qu'aujourd'hui, les démocraties européennes et les démocraties dans le monde, et plus largement la communauté internationale, peut se mobiliser contre un pays dont le régime est autoritaire, envahi... Ou dictatorial. Hein. Ou dictatorial, envahi... Ah, vous dites au dictatorial. Non, mais peu importe. Envahi son voisin, qui est une démocratie. Et donc... Vous voyez bien que se joue là quelque chose de fondamental pour l'avenir de l'ordre mondial et l'avenir de nos démocraties. On peut être à la veille. Et donc, quand certains responsables politiques minimisent ce qui se passe, ils prennent une grande responsabilité aussi sur l'avenir de l'ordre du monde et sur l'avenir de nos démocraties. Est-ce que vous dites on peut être à la veille d'une troisième guerre mondiale ? Là encore, pas de grands mots. Simplement, oui, il y a des menaces très sérieuses. La guerre est revenue aux portes de l'Union européenne, en Europe, et avec une des puissances qui a l'arme nucléaire. Et donc, on sait très bien que c'est donc quelque chose qui peut entraîner des conséquences en chaîne. Ce qui est aujourd'hui rassurant, c'est malgré tout, après notamment le discours très fort du président de la République à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine dernière, la prise de position et de l'Inde et de la Chine qui ont a varié. Qui a varié et qui a évolué et qui ont dit très clairement à quel point cette crise devait se régler pacifiquement. Dernière question sur ce sujet. Est-ce qu'il y a une cinquième colonne pro-Poutine en France ? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de personnes qui, manifestement, ferment les yeux sur le régime et l'agression en cours en Ukraine. Et ça, c'est scandaleux. Ces personnes, c'est des politiques, c'est des observateurs, c'est des journalistes. Je l'ai dit tout à l'heure, des responsables politiques. Après, je ne vais pas faire un recensement de toutes ces personnes-là. Mais je pense effectivement qu'un certain nombre de personnes nient à la fois la nature du régime et nient ou minimisent les conséquences de ce qui se passe en Ukraine. Alors, on revient en France. Enfin, on y était, mais politique française, économie française. Et le budget. Franck Riester au menu du Conseil donc, des ministres demain. La droite réclame des économies, la gauche veut taxer les riches et les super profits. Sur quoi la majorité est-elle prête à céder ? Écoutez, d'abord, on a un budget qui est dans la ligne de ce qu'a défini le président de la République, c'est-à-dire un budget de protection de nos compatriotes. Un exemple, le maintien
d'un bouclier tarifaire pour ce qui concerne l'énergie, une augmentation de 15% pour l'électricité et de 15% pour le gaz, ce qui est évidemment une augmentation importante, mais bien moindre que ce que serait l'augmentation s'il n'y avait pas cette décision de bouclier tarifaire, puisqu'on serait au moins à 120% d'augmentation, étant donné le niveau du gaz et de l'électricité. Ça on le sait. Oui, mais alors, ça, vous le savez, mais c'est absolument clé. Et il y a tout un tas d'autres séries qui seront présentées demain au Conseil des ministres, de mesures qui visent à justement protéger nos compatriotes dans cette crise. Alors, pour protéger nos compatriotes... Et deuxièmement, fidèle à notre engagement, qui est de à la fois stabiliser et baisser les déficits, nous aurons 5% de prévus en 2023, et de baisser la fiscalité. Vous allez pouvoir les tenir, les 5%? Oui, c'est notre objectif, et on fait tout pour tenir cet objectif de 5%. Et deuxièmement, de continuer de baisser la fiscalité. On va baisser la fiscalité sur les entreprises, et on va baisser la fiscalité sur les Français. Vous avez vu qu'en 2022, on a supprimé la redevance qui était un engagement, la redevance audiovisuelle, qui était un engagement du président de la République. En 2023, nous allons baisser l'impôt sur le revenu. C'était annoncé par Gabriel Attal. Donc, vous voyez ce budget de protection, de bonne gestion de l'argent public et de baisse de la fiscalité. Est-ce qu'il peut y avoir un compromis sur la taxation des superprofits? Est-ce que c'est envisageable? C'est ce que demande la NUPES, LFI, ainsi de suite. Alors, sur la question des superprofits, on a dit et on a redit qu'il était évidemment nécessaire d'abord de protéger les Français sur le prix du gaz et l'électricité, et en même temps de regarder de quelle manière on peut prélever la rente d'un certain nombre d'entreprises énergéticiennes, notamment Total Energy, qui annonce 30 milliards d'euros d'impôts. Prendre en compte les recettes spectaculaires que certaines entreprises ont du fait de l'augmentation du prix de l'énergie. Alors, on a un dispositif qui existe d'ores et déjà en France, vous le savez, c'est l'Arenh pour l'électricité. C'est un peu technique, mais ce qui permet de capter une partie de la marge faite par les énergéticiens fabricants d'électricité, notamment EDF. Et deuxièmement, il y a un dispositif pour les producteurs d'énergie renouvelable qui permet de garantir un prix, ce qui est très bien pour inciter à produire davantage d'énergie renouvelable, parce que quand le prix est bas de l'énergie, ça permet de garantir un certain niveau de prix pour ces entreprises-là. Et deuxièmement, si le prix de marché est supérieur, de capter l'excédent, si je puis dire, de recettes, qui est une sorte de rente que nous captons. Et ce qui va permettre notamment de financer le bouclier tarifaire pour nos compatriotes. Et donc on est tout à fait favorable d'aller dans le sens annoncé par la présidente de la Commission européenne, de voir de quelle manière, outre ce qui existe déjà en France, on peut compléter le dispositif pour capter cette rente. Alors, la droite, donc vous savez, mais je n'ai pas très bien compris. La proposition de la NUPES, et notamment de LFI, de taxer les superprofits, et du Parti socialiste, ça ne verra pas le jour. Nous, je vous dis, on est convaincus de la nécessité de capter la rente d'un certain nombre d'entreprises, notamment dans l'énergie, qui font des recettes exponentielles du fait de l'explosion des prix de l'énergie. Donc, on a des dispositifs d'ores et déjà en France. Et une fois de plus, on a démontré qu'on était en avance, peut-être par rapport à d'autres pays européens. C'est le système de l'Arenh pour l'électricité. Et c'est un système qui vise à garantir le prix des énergies renouvelables et de capter les recettes qui seraient des recettes exponentielle du fait de l'explosion des prix des énergies. Et donc, nous sommes donc favorables à taxer les rentes, mais nous sommes résolument décidés à baisser la fiscalité de nos compatriotes et à baisser la fiscalité des entreprises. Parce que nous avons un réflexe pavlovien en France. On a un problème, on crée une taxe. Nous, on a un problème, c'est de capter la rente d'un certain nombre d'entreprises du fait de l'explosion des prix de l'énergie, mais sûrement pas de mettre en place une fiscalité qui, encore une fois, toucheront nos compatriotes, soit particuliers, soit entreprises. Alors, dans votre sens, justement, la droite réclame des économies. Qu'est-ce que vous lui répondez? Où est-ce qu'on peut faire des économies? Est-ce que cela ne peut toucher que les niches fiscales? Ou est-ce que ça peut toucher aussi, comme le souhaite la droite, la fraude sociale? Oui, bien sûr. La lutte contre la fraude fiscale ou sociale est une priorité. Et nous sommes d'ailleurs à l'écoute de nos oppositions en la matière. Vous vous rappelez que pendant la discussion sur le projet de loi de finances rectificatif à l'été, nous avons discuté, travaillé avec justement un certain nombre de parlementaires LR sur la question, et nous continuerons à le faire. Je pense par exemple à cette question de la carte vitale biométrique. Et dans le budget... Qui va voir précisément le jour quand? Alors, c'est en cours de discussion parce qu'il y a des questions techniques de gestion de fichiers qui est important à prendre en compte. Mais en tout cas, nous travaillons avec un certain nombre de députés de l'opposition sur ce sujet-là. Et dans ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y a toute une série aussi de mesures pour lutter contre la fraude sociale. Et puis, il y a aussi
finalement, ce qui est très important aussi, c'est la simplification et la réforme de notre administration par beaucoup plus de numérique. Et nous continuons donc moins de fonctionnaires. Nous continuons d'accompagner la modernisation de la relation entre l'administration et l'usager grâce aux nouvelles technologies. Ça, c'est un moyen d'assurer soit le même service public, soit un meilleur service public en baissant les coûts, oui, en redéployant, les effectifs là où il y a des besoins et de réduire là où on peut remplacer par une action dématérialisée, par exemple. Alors, autre question qui se pose dans ce contexte de majorité relative pour la majorité, comment faire adopter le prochain budget, le budget 2023, sans passer par le 49.3 ? Est-ce que c'est possible ? En changeant de méthode. Regardez, on a d'abord... Écoutez, Frédéric Azira, oui, on veut essayer de trouver une solution par un vote sans passer par le 49.3. Mais pour ça, nous avons fait quoi ? Nous avons fait d'abord le dialogue de Bercy. Vous avez vu Gabriel Attal, Bruno Le Maire ont reçu les députés, toutes partis politiques pour discuter avec eux, présenter les hypothèses, partager un certain constat de la situation financière de notre pays et d'évoquer les pistes qui sont les pistes sur lesquelles nous avons travaillé pour préparer le projet de loi de finances et projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et donc, nous avons travaillé sur ça avec les députés et les sénateurs. Nous allons continuer de travailler pendant tout le processus de passage au Parlement avec tous les députés et tous les sénateurs. Et on espère que nous réussirons à convaincre un certain nombre de députés de voter ce projet de loi de finances ou de ne pas voter contre le projet de loi de finances de tous les partis de l'arc républicain, de droite ou de gauche, parce que c'est notre conviction. Qui vous mettez dans l'arc républicain ? Est-ce que, par exemple, LFI fait partie de l'arc républicain et RN ? Vous voyez bien que, vu les prises de position, on y reviendra peut-être tout à l'heure, de M. Mélenchon ou les prises de position de Mme Le Pen, que nous avons reçues avec la Première ministre la semaine dernière, et qui est arrivée en réunion avec la Première ministre, qui n'avait aucune proposition, qui répétait ces éléments de langage qu'elle allait ensuite, Marine Le Pen, dire à la presse, sans écouter ce que lui disait la Première ministre sur la situation énergétique du pays, sur les propositions, sur les pistes d'action qui étaient les nôtres. Bref, de l'opposition radicale et systématique. Arc républicain ou pas ? Mais c'est pour nous, nous sommes évidemment à écouter et à discuter avec tous les députés parce que nous respectons les électeurs, mais en même temps, nous ne voulons pas avoir d'accord politique, de négociation politique avec ni le Front National, ni la France Insoumise. C'est clair, c'est net et on l'a toujours dit. Et donc, en ce qui concerne le budget, nous essayons de trouver une voie de passage pour un vote du budget. 149.3, vous voulez dire ? 149.3, mais bien évidemment, la Constitution met à notre disposition un outil qui est l'outil 49.3 pour permettre de voter le budget. Et nous avons besoin que la France ait un budget. Et le pronostic que vous faites aujourd'hui, vous qui êtes ministre des Relations avec le Parlement, donc au centre de ces questions, ça sera, a priori, c'est plutôt 49.3 inévitable. On a un certain nombre de députés qui sont ouverts au travail avec nous, qui font des propositions. Un certain nombre seront évidemment retenus. C'est tout la richesse du travail parlementaire. J'espère qu'ils iront jusqu'au bout de cet état d'esprit constructif en s'abstenant ou en votant pour le budget. Après, on sait que le vote d'un budget, par tradition, c'est pas une obligation légale du tout, et ça n'a pas des conséquences légales. Mais le vote du budget par l'opposition, le vote du budget par un député est une forme d'appartenance à la majorité. Bon, ça, c'est une tradition. C'est peut-être autre chose. C'est une tradition. Mais dans un contexte comme celui-là, c'est-à-dire d'une majorité relative, ces traditions, pour l'intérêt général, peuvent, à mon avis, être remises en question. C'est-à-dire que vous pensez... C'est-à-dire que je pense qu'on peut très bien dire qu'un député de l'opposition vote le budget ou s'abstient sur le budget sans qu'on en tire forcément, évidemment, la conséquence qu'il appartient à la majorité. Mais ça veut dire qu'il faut trouver à peu près 30 à 40 députés. Soit qui votent pour, soit qui s'abstiennent. Et vous pouvez les trouver ? Écoutez, nous, on est, encore une fois, convaincus que l'intérêt général peut prévaloir à la fin, à partir du moment où le gouvernement démontre aussi cet esprit constructif, cette nouvelle méthode que nous essayons de mettre en œuvre pour chaque texte. Et je pense que sur le projet de loi de finances, on l'a bien démontré avec ces dialogues de Bercy et avec l'état d'esprit qui anime et Gabriel Attal et Bruno Le Maire au début de ce passage parlementaire qui commence, si je puis dire, par l'annonce de ce projet de loi de finances demain en Conseil des ministres. Au-delà du budget 2023, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, donc 5% de déficit en 2023. Les 3% de déficit pourraient être tenus en 2027 ? Oui. Et comment réduire la dépense publique pour y arriver ?
Alors, il faut d'abord augmenter les recettes, et augmenter les recettes sans augmenter les impôts. Et ça, c'est très clairement par une politique économique ambitieuse et volontariste. Alors évidemment, on est dans un moment où la conjoncture va être plus difficile. Et on prévoit 1% de croissance en 2023 contre 2,5% en 2022. Et la Banque de France, 0,5. Oui, bon, on est ambitieux parce qu'on pense que l'économie française est résiliente, du fait de toutes les réformes qu'il y a eu dans le précédent quinquennat, du fait de l'attractivité du territoire. Je vous rappelle quand même que la France, depuis 3 ans maintenant, est le pays le plus attractif d'Europe en matière d'investissement étranger. Et ça ne s'est pas fait comme ça ne s'est pas fait par hasard. C'est parce qu'on a mis en place des mesures, on a réformé le pays, on a baissé la fiscalité qui permet aux entreprises d'être dans des conditions plus favorables pour se développer. Alors, et donc pour attirer des investissements la réduction de la dépense publique, et en même temps, il faut jouer sur les dépenses publiques en réformant notre administration. On voit bien qu'on a des besoins de dépenses publiques supplémentaires dans l'armée, dans la police, dans la santé, dans l'école, et donc on a besoin dans la transition écologique. Donc on a besoin d'investir, de financer ces dépenses publiques. Et donc il faut réformer l'État, et puis il faut travailler davantage. Alors et c'est toute la stratégie. Alors justement, du il faut gouvernement. travailler davantage. Est-ce que la réduction de la dépense publique, elle passe par la réforme des retraites ? En tout cas, nous avons une stratégie qui vise à miser sur le travail, vers une société du plein emploi. Et si on a le plein emploi, on aura moins de chômeurs, on aura moins de dépenses d'indemnisation chômage, et on pourra, si on a la possibilité de réformer notre système de retraite, travailler davantage tout au long de la vie. Et ça, c'est clé, non seulement pour pérenniser notre système de retraite, en termes de financement, mais aussi pour avoir des marges de manœuvre financières pour financer les réformes dont je parlais, pour financer par exemple la dépendance, pour financer un certain nombre d'avancées sociales qui sont essentielles, comme par exemple la revalorisation des petites retraites. On en revient à la réforme des retraites, c'est au centre du débat politique ces derniers jours ou ces dernières semaines. D'abord, est-ce que le report de l'âge légal à 64 ans est inévitable ? Le président de la République a dit qu'il souhaitait un report à 65 ans dans sa campagne. Mais ce n'est pas quelque chose qui est tabou, puisque nous voulons de la concertation et nous voulons un projet qui à la fois permette de pérenniser notre système de retraite par répartition, en le finançant sur le temps long. Et on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Le corps l'a très bien dit d'une façon très claire. Nous avons des perspectives de déficit majeurs dès le milieu des années 2020, c'est-à-dire par exemple 13 milliards en 2027 jusqu'à 20 milliards en 2030. 20 milliards en 2030. Et donc il faut prendre des décisions pour pérenniser le financement de notre système de répartition. Et deuxièmement, il faut retrouver des marges de manœuvre pour permettre de financer tout ce que je viens de dire en matière de protection sociale et de services publics. Dans un moment où nous vieillissons, notre espérance de vie augmente et où nous rentrons sur le marché du travail plus tard du fait des études. Et donc, il n'y a pas 50 solutions pour pérenniser notre système de retraite. Il y a deux solutions. Soit on augmente les cotisations des entreprises et des particuliers. Mais on ne veut pas ni baisser la compétitivité de nos entreprises, ni baisser le pouvoir d'achat de nos compatriotes actifs. Soit baisser ou ne pas augmenter les retraites, mais ça, on ne veut pas parce qu'on veut accompagner le pouvoir d'achat des retraités. Et soit, effectivement, travailler plus longtemps. Et donc, nous voulons travailler... Nous voulons que les Français, que nous, collectivement, travaillons plus longtemps, comme nos voisins européens le font. Oui, 66, 67 ans chez nos voisins européens. De 65 à 67 ans. Voilà. C'est le seul pays où c'est un peu plus bas. Et de l'autre côté, Frédéric Aziza, si on veut financer la protection sociale dans l'avenir, si on veut financer notre système de dépendance, il faut qu'on trouve des marges de manœuvre financières. Alors on les trouve en réorganisant l'État, en simplifiant les démarches administratives, mais on ne veut surtout pas le faire en augmentant la fiscalité ou en augmentant la dette. Et donc notre marge de manœuvre, contrairement peut-être à d'autres pays, c'est sur la durée du travail. Il y a deux possibilités d'ailleurs pour augmenter l'âge, le fait de travailler plus. C'est-à-dire on peut soit reporter l'âge légal à 64 ou 65 ans, soit accélérer la hausse de la durée de cotisation prévue par la réforme Touraine. Vers quoi on s'oriente ? Tout est sur la table. Est-ce qu'on peut mixer les deux possibilités ? Tout est sur la table. Et nous, le président de la République, la première ministre, trancheront à la fois sur la méthode et à la fois sur le contenu de ce qui sera proposé
au Parlement le moment venu. Mais c'est dans le cadre de cette réunion qui a lieu la semaine prochaine. Vous avez vu qu'il y aura une réunion autour du président de la République avec les ministres concernés, avec les présidents de groupe de la majorité pour faire un point justement sur cette réforme de la retraite. Donc on saura ça d'ici la fin de la semaine. Écoutez, en tout cas, il y a une réunion qui est une réunion importante et autour du président. Alors cette réforme des retraites... Mais vous savez, cette réforme de retraite, elle est nécessaire. Je l'ai dit, je dirais même, elle est indispensable. Et c'est un engagement du président de la République qui a été confirmé à la fois par l'élection présidentielle et par l'élection législative. Donc personne n'est pris par surprise. Et donc c'est un engagement clair et on veut le faire vite parce que c'est nécessaire. Alors on veut le faire vite, justement. Vous dites on veut le faire vite, cette réforme, est-ce qu'elle passera par un amendement au projet de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, qui arrive en débat le 20 octobre à l'Assemblée? PLFSS ou pas? C'est là aussi sur la table. Le moment venu, le président de la République après-midi trancheront. Ce qui est certain, pas encore décidé? Écoutez, c'est en discussion. Le moment venu, ça sera annoncé. Il y a une réunion encore d'échange et de discussion autour du président de la République la semaine prochaine. La Première ministre a reçu j'étais à ses côtés pour recevoir les différents présidents de groupe du Parlement. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, reçoit les partenaires sociaux. Donc on est dans une phase de concertation. Et le moment venu, les décisions seront prises. Mais vous savez, j'entends passage en force, pas passage en force. Non, il n'y a pas de question de passage en force. Je veux dire, quand un candidat à l'élection présidentielle a dit très clairement la couleur, et ça a été un des éléments du débat de l'élection présidentielle, qui voulait réformer le régime de retraite en repoussant l'âge de départ en retraite à 65 ans, que ça a été dit par les candidats. Moi, je me suis présenté aux élections législatives en disant on va réformer le système de retraite, on va repousser l'âge légal. Mais la question c'est passage en force ou pas? Non. Attendez, je précise la question. François Bayrou et Yaël Braun-Pivet. François Bayrou, l'un des dirigeants de la majorité, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale quand même. Ils ont dit qu'ils étaient opposés au passage en force de la réforme des retraites par le PLFSS et le 49.3. Oui. Qu'est-ce que vous leur répondez? On dit très clairement, le président de la République dit très clairement, il n'y aura pas de passage en force. Il y aura un débat au Parlement et une concertation avec les partenaires sociaux, bien évidemment. Il n'y a pas de passage en force, ça veut dire pas de PLFSS. Mais vous voyez bien, PLFSS vous voyez bien que le projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est un des supports dans lequel on peut évidemment parler de ces questions de retraite, parler de ces questions sociales. La preuve, les LR au Sénat depuis 4 ans, et je dirais même plus la majorité sénatoriale, fait voter des amendements repoussant l'âge légal de départ en retraite et repoussant aussi un certain nombre allonge la durée de cotisation. Donc c'est très clairement dans un PLFSS une option de pouvoir réformer le système de retraite. Et donc, il ne faut pas dire que c'est un passage en force parce que PLFSS ou pas PLFSS. Je dis juste que, vous savez, pas de faux débat. Pas de faux débat. Le président de la République était clair dans son élection présidentielle. Il a mis ça sur la table du débat présidentiel et il a dit qu'il souhaitait le report à 65 ans. Personne ne peut dire qu'il a été pris par surprise. Ça a été le cas aussi des candidats de la majorité aux élections. Et d'ailleurs, les candidats Modem et les candidats Horizon également. Oui, à l'époque, on n'avait pas dit PLFSS ou pas. Non, d'accord, mais bon. Et après, il y a le véhicule de réforme. Voilà. Bon, le véhicule, il sera tranché le moment venu par le président de la République et la Première ministre, mais le débat aura lieu au Parlement et le débat aura lieu dans l'opinion publique et la concertation avec les partenaires sociaux. En 2 semaines, vous croyez que c'est possible? Mais attendez, faut pas non plus raconter d'histoire, Frédéric Aziza. On parle de cette question de réforme des retraites depuis des années. Précisément depuis 1992 et Michel Rocard. Mais on connaît les positions des uns et des autres. On sait que la CGT ne va pas être favorable à la réforme de la retraite telle qu'on l'imagine. Mais le problème, c'est la CFDT. Attendez, la France Insoumise, le Rassemblement National, qui sont évidemment dans la démagogie la plus complète, pendant que nous, on dit la vérité à nos compatriotes, ne soutiendront pas la réforme, qu'on passe par amendement ou qu'on passe par un projet de loi. Donc, attention de ne pas être sur des faux débats. Nous sommes clairs, nous disons la vérité aux Français, nous sommes courageux. Et je pense que les Français entendent ça. Et bien évidemment, on dit aussi, puisque on le démontre depuis l'élection, que nous voulons une méthode qui prenne le temps du débat parlementaire
et de la concertation avec les partenaires sociaux, et ça sera le cas, quel que soit le véhicule législatif. 15 jours, ça suffit pour dialoguer avec les partenaires sociaux ? Mais attendez, le PLFSS, il va y avoir un débat pendant des semaines. Ouais. On votera le PLFSS finalement. Il est présenté demain, fin novembre, début décembre. Donc vous voyez bien qu'on a le temps du débat parlementaire et qu'on aura bien le temps du débat dans la société, mais c'est un débat qui est vieux qui a même été au cœur de la présidentielle et au cœur de l'élection législative. Si je vous comprends bien, il me semble, vous me direz, c'est juste pas. Vous dites le PLFSS, c'est le véhicule le plus approprié pour faire voter la réforme des retraites. En tout cas, c'est un véhicule qui se prête à ce type de disposition, puisque c'est l'outil de financement de la sécurité sociale et donc de la protection sociale. Et le système de retraite, c'est un des éléments de notre protection sociale. Hypothèse crédible, donc, le PLFSS. Bien sûr, c'est une hypothèse crédible, comme un projet de loi ad hoc, qui sont deux façons d'aborder, d'un point de vue législatif, cette réforme. Alors, et vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un risque politique pour le gouvernement et pour la majorité dans ce cas ? Le risque politique, le président de la République l'a pris devant les Français pendant sa campagne, en disant si vous m'élisez, je vais repousser l'âge légal de départ en retraite. C'est ça le risque politique, plutôt le courage politique. Et ce courage politique, les candidats aux législatives l'ont eu, de Renaissance, du Modem et de Raison. Allons-y pour le PLFSS. Donc maintenant, regardons la méthode qui permet, parce que c'est chevillé au corps de ce que nous voulons, la Première ministre le répète régulièrement à ses ministres, le président de la République a fixé le cap. Nous voulons une méthode qui associe concertation et débat parlementaire. Et donc, quel que soit le véhicule législatif, ça aura lieu. Alors, l'actualité politique, Franck. Mais attention à ce que concertation, temps pour discuter, ne signifie pas pour certains moyen d'éviter la réforme ou proscratination. Et vous pensez à Bayrou, là, en parlant comme ça, ou à Brand-Pivet ? Je pense à personne. Je dis juste attention. Nous avons été élus pour agir, pour réformer le pays, pour faire face aux menaces auxquelles notre pays fait face, et pour relever les défis. Et ils sont nombreux de notre pays, en matière de transition écologique, en matière de travail, en matière de protection de nos compatriotes. À tous les niveaux, vous voulez dire. À tous les niveaux. Alors, l'actualité politique, Franck Riester, elle a été marquée cette semaine par les suites de l'affaire qu'on appelle l'affaire Quatennens à LFI, et puis ce tweet de Jean-Luc Mélenchon dénonçant, suite à cette gifle d'Adrien Quatennens à son épouse, dénonçant la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux, et saluant aussi, Jean-Luc Mélenchon, la dignité et le courage de Quatennens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Sur ces questions, je pense que la classe politique doit être ferme et en même temps dans la retenue. Ferme sur rappeler les principes. La parole des femmes doit être écoutée, respectée et doit être suivie des faits. Que la justice de notre République est la seule instance qui peut prendre des décisions de condamnation des personnes qui font des violences aux femmes. Donc vous dites c'est pas la presse, c'est pas les réseaux sociaux. C'est pas la presse, c'est pas les réseaux sociaux. Mais la justice doit passer. La justice doit passer vite. Et les politiques doivent faire preuve de beaucoup de retenue, beaucoup de fermeté sur les principes et beaucoup de retenue. Alors Mélenchon. Et en l'occurrence, Mélenchon, c'est plus Mélenchon Premier ministre, c'est Mélenchon dernier sinistre. C'est-à-dire ? Franchement, d'aller banaliser à ce point une gifle, c'est-à-dire une violence caractérisée, reconnue par l'auteur des faits, une violence faite aux femmes, de cette façon-là, c'est inadmissible. C'est inadmissible et c'est grave. Parce qu'au moment où, justement, depuis quelques années, d'ailleurs, vous savez que le président de la République a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité du quinquennat précédent et à nouveau de ce quinquennat. Mais Mélenchon. Et où toute la société, où toute la société est de plus en plus exigeant, à juste titre, contre les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, les violences sexistes et sexuelles. Il est, je crois, de notre responsabilité à tous d'être à la fois ferme et dans la retenue. Et en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, il donne le sentiment, c'est même plus qu'il donne le sentiment, il banalise finalement la gifle, il minimise l'acte,
et en plus sous une forme de condescendance vis-à-vis de celles et ceux qui ont été heurtés par sa réaction, en disant sur le fait qu'il n'en voulait pas à ceux qui s'indignaient. Alors etc. attendez, on va préciser les choses parce que Mélenchon, vous rappelez ce qu'il a dit hier soir sur France 2. Je le cite, « Une gifle n'est pas acceptable, aucune violence dans le couple n'est acceptable », mais il a ajouté, Jean-Luc Mélenchon, « Mais nous avons tous un principe, il faut identifier et graduer ». Il a dit graduer, en reprenant les arguments ainsi du député, son ami, le député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, qui avait déclaré vendredi qu'une gifle n'est jamais acceptable, mais elle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais je vous ai dit non, mais parce que j'ai précisé les propos. Oui, mais je vous dis que ces propos sont des propos qui contribuent à banaliser la violence faite aux femmes, qui contribuent à la minimiser au moment où la société veut justement, à juste titre, nous voulons être beaucoup plus fermes vis-à-vis de ces violences-là. Laurence Rossignol, nous devons ouais. Oui. Laurence Rossignol, sénatrice socialiste, ancienne ministre des droits de la femme, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui dans le JDD, je crois. Elle considère que ces déclarations de Mélenchon et de Bompard constituent une banalisation des violences en cherchant des excuses aux auteurs. Oui. J'ai l'impression que vous approuvez ce qu'elle dit. Oui, bien sûr. Mais écoutez, je crois que... vous savez, moi, on m'a posé la question plusieurs fois ces derniers jours. J'ai toujours veillé à être dans la retenue. Et là, c'est plus là, c'est plus possible. Les déclarations de M. Mélenchon et de quelques-uns de ses soutiens sont inadmissibles. Je veux dire, on ne peut pas dire on lutte contre les violences faites aux femmes et dire une gifle, finalement, dans la gradation, c'est grave, mais moins grave que si c'était pire. Il y a eu cette tape aux journalistes de quotidien. Ça aussi, c'est inacceptable. Vous savez, M. Mélenchon, en ce moment, il démontre jour après jour la violence de sa façon de faire de la politique et la violence qu'il crée dans la société. La violence vis-à-vis des femmes, parce que c'est violent pour les femmes d'entendre que finalement une gifle dans la gradation, c'est pas ce qu'il y a de pire, alors que ça doit être dénoncé avec beaucoup de force, même si ce sont ses amis. Deuxièmement, il a un comportement vis-à-vis des journalistes depuis longtemps, mais qui continue absolument scandaleux. Là, vous faites allusion à ce qu'il a fait à ce journaliste du quotidien. Cette façon de mépriser les journalistes alors qu'ils sont au cœur de notre démocratie. Violence aussi. Il aurait pu donner un point dans la figure. Voire de violence, bien évidemment. Alors là, c'est absolument inacceptable quand on est un responsable politique. D'abord, quand on est un citoyen, mais particulièrement quand on est un responsable politique. La façon dont il crée de la haine dans la société. Mélenchon. Les riches, Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours la faute des riches, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute des chefs d'entreprise. Quand il a osé dire dans la campagne présidentielle, Frédéric Aziza, que les chefs d'entreprise étaient des parasites. Des parasites. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des femmes et des hommes de ce pays seraient des nuisibles. Qu'est-ce qu'on fait à des nuisibles ? On les détruit. Donc c'est une violence considérable. Est-ce qu'il peut tenir ? Est-ce qu'il va tenir ? Ou est-ce qu'il est fini politiquement, Mélenchon ? Écoutez, moi je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que les Français ouvrent les yeux sur à la fois cet homme dans son comportement de responsable politique et dans la politique qu'il propose à nos compatriotes. Une politique qui vise à créer la haine entre Français, qui vise aussi à aller à la collectivisation. Il a dit il y a 2 semaines qu'il était favorable à la collectivisation de l'économie. Je veux dire, on a vu dans le passé, dans d'autres pays, à quel point la collectivisation de l'économie a amené à tous les drames, à la pauvreté, à l'effondrement même. Autre question. Ce qui se passe au Venezuela, qui est un pays très riche puisqu'il y a des ressources d'hydrocarbures très nombreuses, est en ruine, est en faillite. Parce qu'il y a eu la collectivisation de l'économie. En France à la Regardez ce qui se passait en Russie. Non, mais attendez, ce monsieur propose une politique qui serait dramatique en matière économique et dramatique en matière sociétale, puisqu'il crée de la haine entre Français. Alors, on revient à l'affaire Quatennens en France. Aurore Berger, chef de file du groupe Renaissance, donc de la majorité, estime qu'Adrien Quatennens, donc à l'Assemblée, n'est plus le bienvenu à l'Assemblée. Est-ce que vous l'approuvez ? Écoutez, il y a la justice qui fait son travail, je laisse la justice faire son travail. Et Mélenchon, quand il souhaite, on revient sur Mélenchon, il a souhaité hier soir que Quatennens retrouve vite ses fonctions de coordonnateur de la France Insoumise. No comment, en plus de ce que j'ai déjà dit précédemment. Et puis il y a l'affaire Bayot aussi, Julien Bayot qui aussi est mis en cause par rapport à l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de son ex-compagne. Ça pose aussi un problème ? Écoutez, il a... son parti lui-même ont pris un certain nombre de dispositions. On verra s'il y a une plainte ou pas. Et à ce moment-là, il y aura des décisions de justice qui seront liées à cette plainte. Voilà. Vous savez, il faut être ferme, basique et dans la retenue.
il y a une plainte, elle doit être saisie et traitée par la justice, et la justice doit se prononcer. Ce qui est spécifique avec Adrien Quatennens, c'est qu'il a avoué avoir fait cette gifle. Donc là, il ne s'agit pas de on-dit, ou il ne s'agit pas d'accusations qui seraient encore pas prouvées. Il le dit lui-même. Alors, c'est différent. Après, la justice, la reconnaissance de la parole des femmes et de la retenue quand on est en politique. Alors, vous êtes ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester. Que vous inspirez cette proposition de résolution présentée en juillet, je crois que c'était le 11 ou 12 juillet, par une trentaine de députés, ici des rangs de la NUPES, initiée par le député communiste Jean-Paul Lecoq, qui a condamné l'institutionnalisation, je cite, par Israël d'un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. Et puis, il y avait aussi cette phrase, un texte qui accuse donc l'État hébreu d'avoir instauré un système d'oppression et de discrimination systématique dans l'intention de maintenir, je cite, la domination d'un groupe racial, sous-entendu juif, sur un autre. Est-ce qu'à travers cette résolution et l'emploi de ce terme groupe racial, les députés qui ont signé cette résolution ne font pas le jeu d'un nouvel antisémitisme qui a tué 11 juifs français depuis 2006 ? En tout état de cause, je crois d'ailleurs que ceux qui ont signé ont peut-être... Certains se sont retirés, notamment Adrien Quatennens. Oui, peut-être revu leur position. Je pense que ce texte n'est pas acceptable. Et en tout cas, moi, je suis de la conviction très forte depuis longtemps que l'antisionisme, la haine d'Israël est d'une nouvelle forme d'antisémitisme. C'est-à-dire ? Et pourquoi ? Parce que on voit bien que certains voient bien qu'en étant antisémites, c'est-à-dire en véhiculant un propos de haine sur les juifs directement, seraient peut-être ou condamnés ou vilipendés, alors qu'en attaquant Israël ou en attaquant le sionisme, ils ont un moyen détourné de toucher finalement à cette corde parfois malheureusement sensible de l'antisémitisme. Alors, je rappelle que vous avez été maire, Franck Riester, oui. Et c'est pour parler d'un autre sujet d'actualité. Quand vous constatez que le maire PCF de Stein, Azzedine Taïbi, s'exprime, c'était le 23 septembre, depuis son bureau à la télé, en l'occurrence sur CNews, il le fait devant un drapeau palestinien et non pas devant un drapeau français. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, j'ai été maire pendant 10 ans. Quand on est maire de la République française, on prend la parole dans son bureau devant un drapeau français et européen. Donc c'est quoi ? C'est la preuve d'un communautarisme électoral on prend la parole devant un drapeau français et européen. Et je pense que chaque Français, en tout cas ses administrés, auront un regard tout particulier sur sa façon de faire. Autre thème, le 13 septembre dernier, l'Azerbaïdjan a lancé une nouvelle offensive armée contre la République d'Arménie, envahissant son territoire et bombardant les populations civiles. Face à cette agression constatée et dénoncée par tous les observateurs et reconnue par de nombreux partis en France, du RN au PS en passant par LR, ELV, Renaissance ou le MoDem pour parler de la majorité, le gouvernement français refuse toujours de dénoncer la dictature de l'Azerbaïdjan comme l'agresseur. Pourquoi ? Non, la France a condamné très clairement cette agression. Le président de la République a appelé lui-même le président azerbaïdjanais, a appelé le Premier ministre arménien. Ce sujet sera évidemment au cœur des discussions du Conseil de sécurité de l'ONU dans les jours et les semaines qui viennent. On en parlait tout à l'heure sur l'Ukraine. Il est absolument fondamental de faire respecter ce qui est le socle de l'ordre mondial. Souveraineté des peuples et respect de l'intégrité territoriale des États. Justement. Et ce qui se passe entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie est inacceptable parce que c'est remettre en cause l'intégrité territoriale de l'Arménie. Lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était le 20 septembre, Emmanuel Macron évoquait à propos de la guerre en Ukraine et pour justifier l'engagement de la France et de l'Europe, la complicité de ceux qui se taisent à la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain. Selon cette rhétorique, Franck Riester, la France ne devrait-elle pas s'engager aux côtés de l'Arménie comme elle s'engage aux côtés de l'Ukraine. Et pourquoi ne le fait-elle pas comme ça, précisément ? En quoi les Arméniens se demandent en quoi les vies arméniennes vaudraient-elles moins que les vies ukrainiennes ? Bien sûr qu'elles ne valent pas moins que les vies ukrainiennes. La France condamne très fermement ce qui se passe en Arménie. C'est au cœur des discussions du Conseil de sécurité. C'est évidemment au cœur des discussions entre Européens. Et les réponses adaptées seront apportées, comme elles ont été apportées pour l'Ukraine,
le temps de la discussion, de l'échange et de la meilleure, le meilleur dosage de la réponse. Il n'y a pas de poids de mesure. Mais non, il n'y a pas de poids de mesure. Mais il n'y a pas deux situations égales. Ce qui est égal, c'est le non-respect de la souveraineté de l'Arménie et le non-respect de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Et ça, c'est absolument condamnable. Dernière question. Après la Suède, l'extrême droite alliée à la droite devrait, si l'on en croit les sondages, remporter les élections générales qui ont lieu ce dimanche en Italie. Si l'Italie devait basculer, comme cela paraît tout à fait plausible, qu'est-ce que cela changerait pour la France et pour l'Europe? Quelles conséquences quant aux relations franco-italiennes, Franck Riester? Écoutez, ce qu'on peut constater, c'est que quand la droite, comme celle de M. Berlusconi par exemple, fait la danse du ventre à l'extrême droite, c'est l'extrême droite qui l'emporte. Qui l'emporte dans les rapports de force et qui l'emporte ensuite éventuellement électoralement. Laissons quand même les Italiens voter. Ensuite, on verra ce que seront les décisions des Italiens. Et bien évidemment, on souhaite que la relation entre l'Italie et la France ne change pas. Quel que soit le Premier ministre ou la Première ministre. Et après ça, on jugera des résultats des élections italiennes et de la façon dont se comportera, agira ce nouveau gouvernement. Mais bien évidemment que l'amitié franco-italienne est absolument essentielle. C'est un des grands pays de l'Union européenne, un grand ami de la France. Et nous, évidemment, souhaitons que cette relation aussi forte puisse perdurer. Et bien évidemment, ça dépendra des décisions à la fois des Italiens et surtout du nouveau gouvernement. Quand vous dites quand la droite fait les yeux doux à l'extrême droite, c'est l'extrême droite qui l'emporte, ça veut dire que c'est un avertissement que vous faites à la droite, à LR en France? C'est un avertissement que je fais longtemps à LR en France. Oui, c'est pour ça que vous en êtes parti de ce parti. Entre autres. Et donc, vous leur dites quoi précisément? je dis simplement que quand on fait la danse du ventre à l'extrême droite pour essayer de récupérer les électeurs de l'extrême droite, c'est l'extrême droite qui monte. Donc restons sur les fondamentaux qui sont les nôtres quand on est de droite et ne tentons pas pour des raisons électorales d'avoir le même discours que l'extrême droite, parce qu'encore une fois les électeurs préfèrent toujours l'original à la copie. Merci Franck Riester d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et surtout Shana Tova à tous et à dimanche prochain. Shana Tova.